Alors, je vais commencer par le commencement. Alors, alors je sais que oui, tous, vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez eu toujours dans votre famille, voilà, un petit enfant, une fille ou un garçon, très, Mon très heureux cas, qui… professeur, j'ai déjà un enfant. Oh, c'est bien, أنس ما شاء الله ربي يخليه لك وربي إن شاء الله ذاك يقر عينك به. Ça va? شكرا. عايشك D'accord. professeur. Donc voilà. Alors vous voyez que ce petit enfant, s'il n'est pas le vôtre, ben, c'est quelqu'un quand vous allez comme ça. Et en général, quand il veut échanger avec vous, hein, vous êtes sympathique, il veut échanger avec vous, ben, en général, il vous fait un dessin. Vous êtes d'accord avec moi? Donc alors, dessin. Alors souvent, nous adultes, souvent, ben, j'ai pas dit tout le monde, hein, mais souvent, alors on est tellement content, on dit oh, il est beau le dessin. On fait ça d'une manière un peu hypocrite. Alors dit oui, voilà, il faut pas blesser l'enfant. Oh, il est joli, c'est bien, mais voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On pose le fameux dessin et on commence à embrasser l'enfant, effectivement, donc c'est le côté. Et là, on est passé à côté de quelque chose de très important par rapport à l'enfant. En fait, l'enfant, en dessinant, parce que vous avez remarqué, hein, lui, il est assez, vous voyez, il s'occupe de chacun. Hein. Alors, en dessinant sur la feuille, même si c'est du graboué, si c'est n'importe quoi, il a voulu exprimer quelque chose. Et là, il veut communiquer avec vous, il veut vous transmettre des choses. Et pour lui, c'est une représentation d'une partie de sa réalité, de sa vision des choses. Eh bien ça, ben, ce qu'il a fait, c'est tout simplement la modélisation de sa réalité. Donc, on peut dire au départ, la modélisation, eh bien, c'est une représentation, d'accord? Alors, peut-être pas de toute la réalité, mais en fait, la modélisation est une représentation d'un fait réel ou d'une partie d'un fait. Le but de cette représentation est justement de maîtriser la partie de la réalité qui nous intéresse. Et en revenant à notre petit Pouchou, eh bien, lui, ce qui l'intéresse, ben, c'est sa vision. Alors parfois, il vous dessine avec beaucoup de couleurs. Il vous montre le soleil, etc. Et là, quelque part, sa vision d'optimiste, il est heureux, il est content, etc. Il va utiliser beaucoup de couleurs. Il va vous transmettre le message, voilà, je suis très content, tu as vu, etc. Donc il faudrait, la pire des choses que vous pouvez faire, c'est de laisser, de mettre de côté, donc en fait, sans papier, puis commencer à l'embrasser ou bien, soi-disant, lui dire que ça ne sert à rien. Une des choses très importantes, c'est qu'il a voulu communiquer avec vous, il a voulu vous présenter quelque chose, donc vous prenez la feuille et vous discutez avec lui. Et là, vous voyez, vient un autre rôle de la modélisation, c'est un outil de communication. Alors, quand on sera beaucoup plus grand, plus avancé, on dira entre le client et le fournisseur, entre le demandeur et celui qui répond à la demande, etc. Donc, c'est un outil, c'est un élément, ça peut être un document, ça peut être un film, ça peut être… L'essentiel, c'est quelque chose qui va représenter une partie de la réalité. Ce n'est pas grave si ce n'est pas la réalité. Ce qui est très important, c'est que la partie de la réalité en question, c'est ce qui est le plus intéressant pour nous. C'est ce que je vais essayer de transmettre. C'est ça qui m'intéresse dans le problème donc, de cette représentation. Eh bien, ça, c'est un des buts, c'est le premier but. En fait, c'est la première définition de la modélisation, à savoir une représentation d'un fait, d'une partie de la réalité, mais cette partie qui est certainement la plus intéressante. Bien. Alors, nous avons parlé de l'enfant. L'enfant, il va essayer de modéliser cette réalité avec les outils qu'il a.
à savoir bon, le crayon, puis voilà, il essaye de dessiner. Alors, et là, si vous remarquez, essayez de suivre. Moi, je l'ai fait avec mes filles, bah, pas Nassiba. J'ai fait avec mes filles, avec d'autres. Une c'est Soumaya. Et là, j'ai suivi. Et j'ai gardé en fait tous les tableaux. Et là, franchement, vous voyez effectivement toute la façon de modéliser sa réalité. Et là, vous apprenez énormément de choses, effectivement, à condition donc d'être bienveillant et puis de regarder exactement ce que l'enfant veut transmettre. Bien. Alors maintenant, on va prendre d'autres formes de la modélisation. Quelque chose que vous connaissez tous, c'est l'attractivité de la Terre. D'accord? Donc la force d'attractivité, hein, vous prenez un stylo, hop, il tombe. Bah, quand il tombe, il ne devrait pas tomber. Ça veut dire quoi? S'il tombe, s'il est attiré quelque chose. Donc je pense que tout le monde connaît cette loi, la loi universelle. Alors, qui va se décliner? Vous avez tous vu que elle va quand vous étiez à l'école, on vous dit donc que le poids est proportionnel donc à la gravitation. Bien, en fait, donc P égale mg. Tout le monde se rappelle de ça. P, M, c'est la masse. Et on vous a toujours dit, attention, ne pas confondre la masse avec le poids. Et oui, et pour cause, puisque le poids, c'est la masse que multiplie ce G qui est en réalité, hein, pour les gens, les physiciens, enfin les gens, les mathématiciens, c'est en fait l'accélération. Bien. En gros, un certain monsieur Newton, d'accord, en étant assoupi sous l'arbre et qui reçoit la pomme sur la tête, bah, il a commencé à cogiter, il a dit, bah, tiens, il a fait bien sûr des expériences parce que là, ça ne vient pas. Et puis, il a essayé toujours d'essayer de représenter cette action. Tout objet, d'accord, dans une certaine distance de la Terre, il est attiré par la Terre, comme un aimant. Et là, il a essayé de représenter. C'est en fonction de quoi? Parce que finalement, les choses tournent autour de la Terre elle-même tourne. Enfin bref, il a essayé de formaliser et c'est là où il a écrit la fameuse formule que vous connaissez tous. F, la force d'attraction, est égale à la masse qui est une constante. Retenez bien le mot constante. D'accord? M est constante, ça veut dire qu'il ne change pas, selon Newton. Donc, M que multiplie l'accélération. Alors, juste, je ne veux pas embêter les gens qui ne s'intéressent pas du tout aux mathématiques, mais juste retenez une petite chose pour ceux qui connaissent un tout petit peu. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Je suis désolé, ça va vous ennuyer un tout petit peu, mais ce n'est pas grave, hein. La dérivée de la vitesse. Et la vitesse, par définition, c'est la dérivée de la distance. Quand on parle de dérivée, c'est quoi? C'est important pour la suite, hein. Quand on parle de dérivée, c'est quoi? C'est en fait un rapport, une division si vous préférez, d'accord? Si je dis la dérivée de la distance, c'est delta, ou bien une distance sur le temps. D'accord? Vous faites par exemple 100 km en une heure, bah, on va dire vous avez fait donc une vitesse, vous étiez à vitesse à peu près de 100 à l'heure. D'accord? Eh bien, vous prenez cette vitesse et vous la dérivez, vous avez l'accélération. À cette notion comme ça, donc vous vous débrouillez avec ça, hein, pour comprendre, pour sentir ce que ça veut dire l'accélération. Ceux qui sont perdus, lèvent la main. Voilà, dites-le, et puis je peux arrêter à n'importe quel moment, ne vous inquiétez pas, d'accord? Alors, Monsieur Newton a pu déterminer pour nous, eh bien, cette vérité. Il y a Alidou qui est perdu. Vas-y, Alidou. Oui, je pense que... Monsieur Alidou, on t'écoute.
On vous écoute. Bon, en fait, professeur, je me suis perdu au niveau de… Vous étiez en train d'expliquer la vitesse et l'accélération et la dérivée, en fait. Oui, je ne me retrouve pas. D'accord. Alors, simple. Je reprends et vous allez… Parce que si ça ne dérange pas tout le monde, j'explique ça, hein, d'accord? Mais alors, simplement, vous êtes dans votre voiture ou bien dans le vélo, etc. Et vous avez fait, par exemple, un parcours de 100 km, 100 km, je ne sais pas, c'est en voiture, 100 km, et vous l'avez fait, vous êtes d'accord avec moi, dans un certain temps, on va dire en 1 heure. Vous avez fait 100 km. Ça va, monsieur Alidou? Oui, ça va, je vous suis. Alors, donc ça. Et là, si vous prenez la division, c'est-à-dire le rapport entre la distance et le temps que vous avez fait, eh bien, cela veut dire la vitesse. C'est ça la définition de la vitesse. La vitesse, c'est ce qu'on appelle la dérivée par rapport à la distance. C'est-à-dire, c'est un rapport. Alors, le rapport, pourquoi on dit en fait c'est différentiel, etc. Mais on ne rentre pas. C'est pour ça que quand on veut l'écrire, par exemple, si je désigne la distance par x et le temps par t, je dis que la vitesse qui elle-même change en fonction de temps. Vous voyez là, si vous allez plus vite ou si vous allez moins vite, elle change en fait. Donc la vitesse est égale à d de t, c'est-à-dire la variation, la d de x sur d de t, la variation donc de la distance sur un delta du temps. Et là, en l'occurrence, 100 km sur 1 heure. Et on dira que la vitesse, à un moment bien précis, elle est égale à 100 à l'heure. Est-ce que c'est clair, ça? C'est clair. Là, je comprends tout à fait. Très bien. Alors, maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'accélération. Alors, toujours, je reprends cette notion donc de voiture. Vous voyez bien que vous passez, si vous voyez, vous passez la vitesse donc je sais pas moi, de 60 à l'heure à 30 à l'heure. Ou de 60 à l'heure à 100 à l'heure ou bien à 150. Bon, là 150, vous risquez d'être, bon, voilà, avoir un PV. Bon, mais donc vous passez d'une vitesse à une autre. Et bien, ce passage d'une vitesse à une autre, vous voyez, c'est la variation de la vitesse sur le temps. Vous allez passer d'une vitesse à une autre pendant un certain temps. Est-ce que vous me suivez sur ça? Je vous suis parfaitement, professeur. Et là, on ne parle plus de distance. Vous voyez qu'on se réfère par rapport à la vitesse. Et on passe d'une vitesse V1 vers une vitesse V2. Donc, on a un delta de V, c'est-à-dire un différentiel donc de la vitesse. Et cette accélération, c'est pendant un certain temps. Enfin, pardon, j'ai dit le mot accélération, vous voyez ce que je voulais définir. Cette variation de la vitesse, c'est pendant un certain temps. Et bien, cette variation de la vitesse en fonction, donc pendant un certain temps, s'appelle l'accélération. Ah, d'accord. D'accord? Et là, les mathématiciens, comme ils désignent V comme vitesse, ils désignent gamma. Vous voyez le signe gamma à peu près, non? Oui, justement. Gamma, ils le désignent par accélération. Ça va? Ça va, professeur. Donc, finalement, alors les mathématiciens, vous voyez, si vous voulez un jour vous intéresser aux mathématiques, vous allez avoir que les mathématiciens, ce qu'ils vont faire, ils vont toujours, en fait, dériver et revenir en arrière. Et quand ils reviennent en arrière, c'est-à-dire, par exemple, je dis l'accélération, comme je viens de dire, l'accélération est la dérivée de la vitesse. La vitesse est la dérivée, donc, de la distance. Et si vous voulez revenir en arrière, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que la distance, elle, est l'intégrale ou bien la primitive donc de la vitesse. Et la vitesse est l'intégrale de l'accélération. Bref, vous voyez, les mathématiciens, ils vont, tout va être comme ça. À chaque fois, donc il y a une… Pardon? J'aime les maths, professeur, parce que j'ai fait les sciences économiques.
Ah, très bien. Donc, vous connaissez, vous voyez bien. Donc, vous voyez toujours, en fait, c'est toujours des. Alors, donc, vous avez certainement entendu parler des équations différentielles, etc. Donc, finalement, les mathématiciens, c'est toujours, donc, ça dérive. Et là, dans les sciences qui nous intéressent, c'est toujours quelque chose qui se passe pendant un certain temps. Donc, la dérivée, c'est par rapport au temps. Et nous verrons que la notion même de flux, qui est la base de la logistique, ben finalement, elle aussi, c'est une dérivée. C'est quoi un flux? Un flux, c'est la dérivée d'une quantité sur le temps. C'est ça. Donc, je reviendrai plus tard. Mais pour le moment, restons sur Newton. Donc, vous voyez bien, il va expliquer que le phénomène, la réalité, si vous voulez, une partie de la réalité de l'attraction, une partie, hein, je n'ai pas dit toute la réalité, une partie de la pardon, de la réalité, une partie donc de la réalité est représentée par cette formule F égale M gamma. Retenez bien que le M, selon Newton, il était une constante, il ne varie pas. Tout le monde me suit là, d'accord? Il ne varie pas. Et bien ça, c'est la vision de Newton. Et longtemps après, cette même réalité, il y a un monsieur qui a fait des expériences et il avait vu, et bien finalement, que ce F égale M gamma ben, ne convenait pas à toutes les réalités. Parce que si la particule, et ça, vous avez compris, c'est Einstein, il a dit, si j'applique cette formule F égale M gamma à la particule, donc il appelle lui photon, mais je ne rentre pas dans cette affaire, donc le matière, lumière, enfin je ne rentre pas dans cette affaire-là, c'est des particules, donc il manipule, ben, il a vu que ça ne marche pas. F égale M gamma, ben, le M n'est pas une constante. Et là est née une autre façon de voir les choses, pourtant c'est la même réalité, c'est toujours l'attraction, eh bien, qui s'appelle la relativité d'Einstein. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Simplement, si vous voulez un jour qu'on discute sur le fond, bon, donc simplement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, cette masse, cette M qui était constante selon Newton, eh ben, elle ne l'est pas selon Einstein parce qu'il avait remarqué qu'elle varie, la constante, elle varie en fonction de la vitesse. Et c'est comme ça que vous avez vu les films de science-fiction, etc. Plus la vitesse est grande, on va dire, plus la vitesse s'approche de celle de la lumière, vous voyez, 3 à 10 puissance 10. Alors attention, parce que je pense que là, on est en train de perdre des gens. Là. Ah mince, levez la main quand vous êtes perdu. Non, mais je reçois des messages. Donc... Ah bon, vas-y, dis-moi avant que j'aille plus loin. Parce que moi, est-ce qu'on peut juste très rapidement résumer pour arriver, parce que c'est le cheminement. Parce qu'il y a... Oui, donc voilà, très bien. Merci Nassiba, parce que si tu me laisses sur ce truc-là, je n'arrêterai pas. Donc, bref, vous avez vu la réalité, à la rigueur, je pourrais prendre l'enfant. Tu lui dis c'est quoi l'attraction, il dit bah, l'attraction, ou alors tu dis bah, comment tu expliques quelqu'un qui tombe, lui il va vous montrer quelqu'un qui pleure avec etc. Parce que pour lui le plus important, quand on tombe on se fait mal. Oui, il a peur, ou alors voilà, on fait tomber l'assiette, bah, il reçoit si on n'a pas des parents bienveillants, il reçoit une claque. Donc pour lui c'est ça fait mal. Newton, il explique ça parce que c'est ça qui va nous permettre, et c'est très important l'application, parce que l'application, c'est comme ça qu'on va déterminer est-ce que quelqu'un a été poussé du 5e étage ou il s'est suicidé tout seul, par exemple. Et c'est comme ça qu'on va déterminer, par exemple, l'inclinaison du canon pour envoyer un missile, etc. Donc, vous voyez que c'est cette formalisation, cette modélisation, cette représentation, elle va être utilisée, cette formule, on va l'utiliser, on va l'implémenter dans un ordinateur et on va faire des calculs pour pouvoir déduire, effectivement, faire ce qu'on appelle des prévisions, faire quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Alors, ça ne fait pas Madame Soleil, ce n'est pas la voyante, hein, Chouafa, mais ça fait exactement ça. Donc, on va
prendre un certain nombre d'éléments, de contraintes et de paramètres, et on va calculer pour prédire, entre guillemets, l'avenir. C'est comme ça qu'on va dire, bah, si je veux que le missile tombe exactement la place, etc., bah, il faudrait calculer, faire un certain nombre de calculs en fonction tout simplement de cette fameuse formulation, cette modélisation selon Newton. Et là, lorsqu'Einstein, pour la même réalité, il dit que M effectivement varie en fonction de la vitesse, lui aussi, donc, il a d'autres éléments pour représenter la réalité. Bien, voilà à peu près une définition, une introduction de la notion de modélisation. Alors, pourquoi modéliser? Ben, j'ai dit pour l'enfant, et ça reste comme ça, c'est un outil d'échange, de communication entre les éléments qui travaillent sur un système. Lorsque vous voulez élaborer un produit, un processus ou n'importe quel système, eh bien, la première des choses, c'est finalement représenter ce que vous faites. Alors, peut-être que, oui, peut-être que justement, on peut parce qu'on avait pensé justement demander aux gens, voilà, à partir de l'introduction, qu'est-ce que du coup, pourquoi c'est pertinent selon eux de faire de la modélisation et comment peut-être, qu'est-ce que tu t'en penses? On peut poser cette question-là. Oui, absolument. Bien sûr, j'étais en train de dire exactement ça. Pour chaque entreprise, eux, par exemple, c'est la personne, notre amie là, qui fait les designs, etc. C'est Jean. Jihen, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Bon, par exemple, elle, lorsqu'elle veut, elle imagine un produit parce qu'elle a étudié le marché, elle a dit, bon voilà, elle va imaginer un produit. Et ce produit-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aimerait bien voir comment ce produit va avoir son succès, etc. sur le terrain. Donc, elle va essayer de voir une certaine représentation de ce produit avant de le réaliser. Si vous vous rappelez, dans mon premier cours, je vous avais parlé de la maquette numérique, c'est-à-dire donc la nomenclature, la gamme de fabrication, c'est-à-dire toutes les données qui vont décrire le produit, etc. À partir de là, on va faire ce qu'on appelle donc un modèle. Et quand il est complètement digital, c'est ce qu'on appelle donc le modèle numérique donc de ce produit. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir ce modèle? Pour pouvoir faire des tests. Ouais. Oui. Est-ce qu'on demande justement, parce que je pensais qu'on allait demander aux personnes, à chacun. Oui, tout à fait. Ça serait bien de le faire, oui, tout de suite. Parce que tu as donné quand même des billes, là. Tu t'as trop... Moi, je pensais qu'on allait... Vas-y. Bah, allez, vas-y, toi, je suis d'accord avec toi. Hein. Bah, comme ça, vous voyez comment on travaille dans notre staff. Hein. Le père et la fille. Oui. Donc, on va passer. Alors, moi, ce que je propose, hein, il reste à peu près une vingtaine de minutes. On a parlé très rapidement, on a parlé de la modélisation, on a pris les exemples des différentes personnes qui ont modélisé et de points de vue différents. On peut modéliser une même chose de façon différente, si je résume en une seule phrase. Oui. Et du coup, si on travaille sur voilà, vos supply chains, hein, vos chaînes de bout en bout, à votre avis, à quoi ça servirait de faire cette étude-là? Voilà, tout simplement. Donc, si vous pouvez vous présenter voilà, en 1-2 phrases, et puis si vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pensez voilà, de cette question. Alors, je vais commencer par Badr, parce qu'il est en haut de la liste. Si vous pouvez mettre vos caméras, comme ça on vous voit tous. Top. Bonjour. Alors la question c'était à quoi ça servira de modéliser la supply chain. En fait, pour nous, c'est un enjeu très, très important parce que pour pouvoir engager des fournisseurs avec nous, on doit comprendre leur chaîne d'approvisionnement. On doit la modéliser ou plutôt la cartographier, la dessiner, comprendre les processus internes, mais aussi comprendre la chaîne d'approvisionnement en amont. Comment ils se font livrer, comment ils achètent,
ils achètent chez qui. Donc, on essaie de mapper ça jusqu'à la ferme. D'accord. Après, nous, on fait ça avec une approche purement process. C'est qu'on dessine des processus, des sous-processus. On cherche quelles sont les étapes et quels sont les flux entre les différents acteurs. On fait ça donc, de façon très instinctive et en plus de l'approche process. Mais après, ça serait intéressant pour nous d'avoir une méthode très spécifique pour la logistique. D'accord, parce que Badr, toi, tu as une problématique en fait de traçabilité, c'est ça. Justement, tu aides on va dire les acteurs de la chaîne, que ce soit pour des produits comme l'argan, le safran, à avoir une traçabilité. Et je pense que ça, c'est. Pour moi, je t'ai pris en premier parce que tu as une problématique qui est vraiment la problématique qui revient en fait à chaque fois. C'est-à-dire d'où vient mon produit, qui l'a produit, où ça, et on va tracer comme ça jusqu'au client. Et aujourd'hui, Oui. c'est essentiel parce que quand on vise certains marchés, alors même légalement, on sait que par exemple, là, on est en train de développer avec l'Europe la taxe carbone. Donc déjà, on va devoir savoir sur toute la chaîne combien j'ai émis de gaz à effet de serre. Voilà. Donc s'il nous manque juste une partie, là, on a un gap. Donc déjà, juste d'avoir cette visibilité sur la supply chain de bout en bout, c'est très important. Et en fait, on a un deuxième problème, non pas seulement au niveau de la méthodologie, mais aussi au niveau de la capture de la data. C'est que qui va alimenter, voilà, si on fait un Excel ou si on dessine un process, qui va alimenter l'information. Si les fournisseurs ne jouent pas le jeu, s'ils ne divulguent pas l'information, parce que pour eux, c'est hyper confidentiel, c'est très sensible. Là, par exemple, vous n'aurez pas toute la visibilité, toute la transparence dont vous avez besoin pour vraiment identifier la provenance des produits. Ça aussi, c'est un point d'interrogation. Et c'est la problématique des capteurs, en fait. Professeur, vous me reprenez si je me trompe, mais c'est la problématique de où est-ce qu'on va mettre les capteurs. Et ça aussi, au niveau commerce international, c'est quelque chose dont les personnes parlent beaucoup. C'est aussi ce qu'on essaye de faire avec AIMS, avec la communauté AIMS, c'est qu'en mettant des capteurs un peu partout, on pourra voir les problématiques, on pourra voir comment optimiser notre supply chain. Donc, j'avance un petit peu sur le sujet, mais il y a aussi cet aspect de, voilà, si on a les bons capteurs, on arrive à avoir une bonne traçabilité et du coup, on arrive déjà à comprendre où sont les problèmes, comment optimiser, comment réduire mes coûts, comment aussi choisir, ça devient en fait de l'aide à la décision aussi, parce que je vais voir, ok, il y a une zone d'ombre ou alors il y a des problématiques à un niveau de la chaîne, peut-être que je vais me fournir ailleurs ou alors je vais viser un marché différent. J'imagine que Gina, je rebondis un peu sur la problématique de Gina. Toi, tu as cette problématique-là, du coup, à l'import, en fait. Bon, je peux intervenir? Oui. Oui, alors donc du coup, vous voyez, là, dès qu'on le laisse comme ça, donc on ne parle plus de modélisation. Vous avez remarqué, hein? Vous êtes parti, on parle plus de modélisation. C'est le but de la modélisation, en fait. Quel est l'objectif? Non, tu ne vas pas m'avoir comme ça. On ne va pas laisser les jeunes comme ça nous déborder comme ça. Non, regardez. Alors en fait, et là, on va se retrouver facilement avec ce que vous, en fonction de ce que vous aviez. C'est très facile. Donc en fait, on va retourner effectivement à la définition donc, de la logistique. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. La définition de la logistique, c'est les fameux 3 flux. Vous vous rappelez? C'est d'abord la gestion des flux. D'accord? Et alors, on ne va pas prendre le flux financier, bon, parce que souvent, on reviendra plus. Mais les 2 flux, matériels et immatériels, c'est-à-dire marchandises ou physiques et informationnels, eh bien, il faut savoir
qu'aujourd'hui, parce que c'est ça en fait le problème de la modélisation, on peut en parler, comme tu as dit, Badr, d'une manière intuitive, c'est-à-dire comme ça, explicite, c'est-à-dire bon, faire une cartographie, dessiner, je ne sais pas moi, des entrepôts, etc. et dire, bon voilà, ou alors faire sur Excel parce que telle donnée, bon. Mais là, il s'agit de flux. Et quand on parle de modélisation du flux, d'accord, on parle de représentation du flux. Et cette représentation, parce que finalement, j'ai commencé à dire que la modélisation, elle sert pour effectivement communiquer, mais ce que j'allais dire juste avant que Nassiba m'arrête, c'est que deuxième objectif, c'est qu'elle sert le but, c'est d'optimiser. L'optimisation, pourquoi on va travailler sur un modèle mathématique et qui est complètement 100% immatériel, on va travailler, on va faire des schémas, et puis juste après optimisation, effectivement, il y a simulation. On va simuler des scénarios, et au lieu de mettre de l'énergie, de la matière, et on gaspille de la matière, c'est exactement comme si la police, à chaque fois qu'elle veut savoir si quelqu'un s'est suicidé ou bien on l'a poussé, à chaque fois elle prend quelqu'un et elle le jette par la fenêtre. Vous imaginez ce qu'on peut faire comme test. Et avant, tout à fait avant, c'était comme ça. Tout à fait au début. Je vous rappelle que tout à fait au début, quand il y avait quelqu'un de malade, on essayait de percer dans son cerveau pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le qui lui fait mal. C'est comme ça qu'on guérissait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc des simulations. Le but de la modélisation pour avancer, ça c'est le mérite effectivement l'intervention de Nassiba, c'est pour avancer, donc communiquer, optimiser. Mais pour optimiser, effectivement, donc on va simuler. Donc souvent, l'outil de modélisation est accompagné d'un outil d'optimisation et de simulation. J'ai bien parlé d'outils. Et les outils qu'on va utiliser dans le flux d'informations ne seront pas les mêmes que ceux qu'on va utiliser dans les flux matières. C'est ça ce qu'il faudrait absolument bien comprendre. Et quand on parle d'information, vous parlez de data, vous voyez, la traçabilité, c'est la notion de data est très, très importante. Eh bien, il y a des modèles, d'accord, pour représenter des outils, pour représenter effectivement ces data. Et l'idée, c'est pourquoi? Parce que là, après tout, quand vous avez des data, ces data, vous allez les traiter. Souvent, les data, vous allez les traiter à partir de cette base de données, etc. Eh bien, même cette base de données, pour avoir beaucoup donc de puissance pour la traiter, il faudrait l'optimiser. Et là, on a des outils pour modéliser l'information. De même que pour, là, ce que vous avez parlé tout à l'heure, donc en fait pour le physique, comme il y a des outils pour modéliser l'information, il y a aussi des outils pour modéliser le flux physique, que ce soit le transport, que ce soit l'emplacement donc du stock, etc., etc. Donc, il faudrait savoir que cette représentation, ce n'est pas pour embêter le monde qu'on essaie d'avoir un modèle mathématique qu'on va implanter sur une machine pour pouvoir faire des simulations. Ce n'est pas ça. C'est juste pour effectivement optimiser l'utilisation future et dire, bon voilà, une fois qu'on a tout simulé, on voit, par exemple, regardez, le cas le plus, c'est, imaginons, on voudrait gérer, alors, vous voyez, au lieu de, c'est une chaîne logistique, on va dire une chaudière. Une grande chaudière dans une grande usine, par exemple, allez, chez Total, par exemple, la grande chaudière. Ben, oui, il y a deux façons. Pour prévenir, vous voyez, par exemple, que la chaudière éclate, etc., un accident sur la chaudière et puis qu'elle puisse faire une catastrophe, donc sur un site industriel, il y a deux façons de faire. On va essayer de régler cette chaudière. Pour la régler, pour avoir l'optimum, ben, soit on la fait à chaque fois exploser, quand même ça coûte beaucoup d'aide, ou alors on va essayer de la modéliser, de représenter son fonctionnement. Et ce fonctionnement, on va le mettre sur ordinateur et on va régler les paramètres. On va régler la température, la pression, etc. Et on va voir comment évolue le comportement de cette chaudière. Et une fois qu'on a dit, bon, voilà comment elle est optimale, ça marche très, très bien, là, on l'implante exactement la même chose. Ben, c'est la même chose avec la chaîne logistique.
On va Donc, essayer de rentrer tous les… Pardon? On demande quels outils concrètement? Alors, concrètement, je vais donner les plus… il y a pléthore. Là, je suis en train de finir un livre, Inch'Allah, quand il sortira. Donc, vous l'aurez, vous aurez effectivement. Donc, il y a énormément, je démontre qu'il y a effectivement énormément de méthodes. L'essentiel, c'est de connaître et de maîtriser une des méthodes. Par exemple, pour l'information, il y a, par exemple, si vous dites que l'information, ce qui est très important pour vous, c'est la data, données. Eh bien, dans ce cas-là, il faudrait essayer. Il y a, vous avez certainement entendu parler de la méthode Meurize ou la méthode, les méthodes, le fait modèle V, donc allemand, etc. Il y a plusieurs méthodes. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, par exemple, j'ai la donnée concernant le produit. Vous voyez, par exemple, allez, on va prendre au lieu du produit, on va prendre la personne, une personne, un étudiant, dans une structure, par exemple, universitaire ou bien d'école. Si je prends cet étudiant, lorsqu'il est à l'intérieur de l'école, il est l'élément central du système. Toute l'école est là pour s'occuper de cet étudiant, de cet élève. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui va être important? Bien sûr, son nom, son prénom. On va décrire, on va donner un certain nombre de propriétés à cette entité, c'est à qui est, par exemple, donc l'étudiant. On va les décrire selon, effectivement, un certain nombre de propriétés. Mais ces propriétés, et c'est là où je dis, effectivement, c'est une partie de la réalité, vont changer selon que cet élève ou cet étudiant se retrouve à l'école ou se retrouve, par exemple, sur le quai d'une gare, de tram, par exemple. Lorsqu'il est sur le quai de gare de tram, c'est un voyageur. S'il n'a pas son ticket de voyageur, on peut le mettre dehors. Donc, en fait, il est défini par, effectivement, son ticket de voyageur. Alors que à l'école, on s'en fout s'il voyage ou pas. Pourtant, ça fait partie de sa réalité puisque ça lui a pris de l'argent, etc. Mais vous voyez, donc on va, que ça soit Meurice, en fait, c'est les modélisations en fait, donc des données. On va les représenter. Qu'est-ce qu'on veut? Et là, dans la traçabilité, c'est très intéressant, très important. Quand on veut élaborer un système de traçabilité, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut tracer. Qu'est-ce qu'on veut tracer? Par exemple, allez, je prends l'argan. D'accord? Est-ce que tu veux tracer l'histoire amoureuse de celle qui a produit l'argan? Et pourtant, c'est une femme, elle a certainement une histoire amoureuse, et puis peut-être qu'elle a fait ça par amour pour son mec, ou je ne sais pas comment ça. Mais ça ne nous intéresse pas. En fait nous, ce qu'on utilise comme méthode, c'est les fameux CTE, KDE, les Critical Tracking Events et Key Data Elements. Là, vous avez pour chaque étape, pour chaque type d'étape, quelle est la data normalement que vous devez tracer. Donc, on ne va pas tracer n'importe quelle data, mais voilà le type de data qui est intéressant pour chaque étape. Donc, et vous voyez là, vous évoquez déjà un problème de fond qui est, c'est en fait produit process. Moi, j'aimerais bien donner la parole un petit peu, parce qu'on leur tourne. On n'a pas entendu encore tout le monde, et j'aimerais bien avoir un peu la vision, parce que c'est vrai qu'on a vu la vision de… Juste pour terminer. Donc, vous avez compris que la logistique, c'est les trois flux, bien les deux flux marchandises, etc. Et que il faut savoir, chaque type de flux a ses outils de modélisation et de représentation. Là, j'ai parlé tout à l'heure donc de Newton, etc., pour représenter quelque chose. La même chose. Donc, par exemple, sur les flux d'informations, nous avons donc les modèles entité-association, les modèles effectivement qui correspondent à l'UML, etc., des choses comme ça, qui vont représenter, qui vont pouvoir, en fait, pour les implanter dans ce qu'on appelle des ateliers du génie logiciel pour préparer, parce que ces données vont être traitées par des logiciels.
Et ça, c'est très important de savoir quel type de données et comment les spécifier. Et pour les marchandises, il y a bien sûr les cartographies, il y a Score dont j'ai parlé, c'est-à-dire le type de lien, etc. Il y a d'autres méthodes qui, elles, sont vraiment spécifiques au flux marchandises. Voilà, donc en fait, c'est ça ce que je voulais. Ce que je voudrais rajouter en fait par rapport aux outils, etc., pour différents domaines, il existe différents outils. Par exemple, un des outils concrets vraiment qui est utilisé, là pour le coup, par les grandes entreprises, parce que c'est un gros coût, ça s'appelle Lamasoft, en fait, qui permet de modéliser les réseaux, parfois logistiques au niveau régional, mais au niveau aussi de bout en bout. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que la majorité même des grandes entreprises, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elles utilisent, pas la majorité des entreprises, on va dire la majorité des entreprises utilisent des outils qui sont, on va dire, faits main et pas forcément évolués dans tout ce qui est dans le domaine de la supply chain. En fait, il y a un gros manque parce que justement, c'est pour ça que c'est important qu'on vous demande pour vous, c'est quoi l'importance de la modélisation? Parce que petit à petit, ça va venir, en fait, plus vous allez avoir des problématiques, vous allez vous rendre compte que oui, effectivement, je ne peux pas me focaliser que sur une petite partie de ma supply chain et je dois voir de bout en bout. Donc, oui, mais alors là, non, je t'interromps. Là, il y a quand même Score hein, qui fait l'unanimité pratiquement. Donc, mondial, là, vous remontez la preuve, c'est que mais sur le terrain, oui, mais sur le terrain, c'est utilisé par une minorité d'entreprises. Là, c'est pas une minorité. Quand tu vois oui, pour nous, EMS. Non, je parle, c'est une minorité au niveau quantitatif. C'est-à-dire, si on regarde le nombre d'entreprises au niveau mondial versus le nombre d'inscrits à Score, il est minime. Ça, c'est pas. Oui, si tu dis 800, sauf que tu on dis va quand refaire tu dis le 800. Débat des avocats. C'est pas grave. Quand tu dis 800, il y a un peu plus de 800, on va dire 1000 ou bien 2000 par exemple personnes qui adhèrent. Mais attention, quand tu parles de Renault, quand tu parles de Coca-Cola, quand tu parles d'IBM, je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Dans la réalité, c'est tout l'écosystème qui est lié. Non, la réalité, c'est… Même Renault, une usine Renault, quelqu'un qui gère… il n'y a pas d'uniformisation. Je veux dire, c'est pas… oui, c'est leur vision, mais concrètement, je veux dire, il ne faut pas se dire que directement, on va aller dans la modélisation. C'est surtout ça que je veux dire. Et il ne faut pas être complexé parce qu'on n'a pas d'outils de modélisation. Et je suis d'accord. Voilà, il faut y aller pas à pas. C'est ce que je veux dire. C'est que moi, j'essaye de faire un retour vers, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu as raison, 100%. Oui, mais moi, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, moi, c'est justement… C'est pour ça que je remets un petit peu la chose. Tu as raison. C'est voilà, bien. Donc, du coup, à notre niveau, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi aujourd'hui on parle de modélisation supply chain? C'est aussi parce que voilà, vous avez des problématiques de bout en bout et on essaye de sensibiliser sur l'importance d'avoir la visibilité de bout en bout, en fait. Et du coup, je voulais donner la parole à Gina un petit peu si tu veux rebondir sur le sujet. En fait, c'était très intéressant parce que moi, de mon côté, en fait, je pense que effectivement, c'est important la modélisation de la supply chain. Mais c'est vrai que moi, je m'étais arrêtée plutôt, comme je n'ai pas encore lancé mon activité, je m'étais arrêtée surtout à établir des process de bout en bout du moment où je contacte les fournisseurs jusqu'au moment où je vais livrer à mes clients. Et c'est vrai que moi, j'ai plus mis des process, j'ai essayé d'imaginer certains process. Et là, le talk qu'on vient d'avoir, là, je vais essayer de regarder vraiment des outils pour aller plus loin, en fait. Parce que, ce que j'avais fait, je pense que il faut que j'améliore ça pour pouvoir maîtriser toute ma chaîne, en fait. Alors, Gina, donc en fait, tu peux commencer par un truc très, très simple. D'accord. Un process, tu imagines comme ça, un process, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu me dis. Un process, c'est une succession d'actions. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Oui. Bien. Comment tu définis une action? Tu vois, c'est ça. Et tu vas voir qu'après, ça va être très simple. Une action, c'est tout simplement une entrée et une sortie
Et cette action, elle va consommer, elle va utiliser des ressources. Tu vois bien? Eh bien, tu réponds à ces questions-là. Tu fais chaque action. Au départ, tu penses que cette action va être avant l'autre, ou bien en parallèle avec l'autre, et tu dessines ça. Et tu revois ça. Et ça, c'est ton processus, tu vois, qui est complet. Parce que une fois que tu as bien, alors après, on pourra toujours trouver les études s'il y a un outil qui SADT, score, je ne sais pas quoi, ben c'est pas ça le problème. Comme elle a dit, vous avez raison. Donc, et là, si tu as cette succession d'activités et qui est organisée devant toi, il y a des gens qui vont l'appeler cartographie, il y a d'autres gens qui vont appeler ça score ou j'en sais rien, ou SADT ou IFD. L'essentiel, c'est que tu vas faire ça. Mais retiens bien. Est-ce que tu as bien mis pour chaque action les bonnes entrées et les bonnes sorties de cette action? Parce qu'une action, elle transforme quelque chose en entrée en quelque chose en sortie en utilisant des ressources. Est-ce que tu les as définies? Non, je te demande pas de me répondre. Okay. Et c'est ça la question que tu te poses. Est-ce que j'ai bien défini tout ça? Et je les mets en… Mais il ne faut pas avoir peur de recommencer. Tu vois, parce que c'est ça l'intérêt de la modélisation, de la représentation. On va faire et on va refaire, etc. Et une fois qu'on pense que c'est exactement ça, eh bien, on va s'organiser en fonction de ça. D'accord? Après, il y aura donc des modélisations du coût, des modélisations de, je ne sais pas moi, de la performance. Ça, c'est autre chose. D'accord? C'est pour ça que Score, lui, l'intérêt qu'il a, c'est que lui, il fait tout ça. Il va jusqu'à fournir, par exemple, à la fin, dans des indicateurs de performance pour dire est-ce que tu es sur le bon chemin, est-ce que ton système va te permettre de gagner de l'argent, etc. ou pas. C'est ça, en fait, qui nous intéresse tous. On veut faire tous, enfin, pas moi pour le moment, parce que je suis trop vieux pour ça, mais quand même, vous êtes jeunes, etc. Vous faites votre business, c'est pour gagner de l'argent. Parce que si vous ne voulez pas gagner de l'argent, il vaut mieux rester tranquille. Hein. C'est pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, ben, il ne faut pas que, en fait, l'argent que je gagne, en fait, ça sera exactement ce que je viens de dépenser. Il faudrait bien faire en sorte que, il faudrait bien savoir où est-ce que je vais, combien je vais mettre et combien je vais gagner. D'accord? Et ça, oui, pardon. Oui, Nassiba. Non, fini. On a juste une question après. Donc moi, j'ai fini avec… Est-ce que Gina, tu m'as compris? Oui, très bien, professeur, oui. Donc merci. Voilà, donc en fait, ce que tu fais, tu le formalises comme ça. C'est comme le petit gamin. Au lieu de dire, ah, il fait beau, j'ai envie de sortir, il va te dessiner un soleil. Si tu vas aller avec lui, il va dire, bah voilà, en fait, son soleil, c'est peut-être sa petite copine ou je n'en sais rien. Et puis, nous, on pense que c'est le soleil, mais c'est autre chose. OK, allez. Et donc, merci. Merci. Donc, on a une question qui demande, est-ce que la modélisation de la supply chain, du coup, c'est la représentation de nos processus avec les ressources? Ben, c'est ce que je viens de dire. Voilà, non, mais c'était du coup, est-ce que c'est… Je réponds exactement. Est-ce que la compréhension a bien été… Oui, mais ça c'est la modélisation du processus. Oui, mais là, le Badr va plus loin parce que pour lui, son intérêt, c'est la traçabilité. Donc, lui, il dit le processus, d'accord, et le produit. Il y a tu vois, c'est le binôme, il a été produit-process. C'est-à-dire là, pour revenir à Gina, oui, d'accord, l'action, elle va utiliser des machines, etc. Mais alors, pour quelle finalité, pour quel produit? Et quelque part, il faudrait imaginer, c'est ça la représentation modélisée, imaginer l'évolution de ce produit le long de ce processus. Ça va, Badr, on est d'accord sur ça. Hein? C'est ça. Et quand tu fais tout ça, bah, après, quand tu l'implémentes, comme tu dis, avec les capteurs, là, on revient sur le côté physique, donc implémentation, et ben, on a effectivement tout ça, cette traçabilité. En fait, la traçabilité, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est les informations sur ce qui se passe sur le terrain. Et que, vous voyez, en allant, il y a là ce qu'on appelle le tracking, le tracing, etc. Enfin, on reviendra si un jour, si vous voulez qu'on fasse un truc sur la traçabilité, ça sera avec grand plaisir, mais bon. J'ai juste conscience qu'on a un peu dépassé. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres personnes qui veulent donner un peu leur avis?
On n'a pas dit. Ah, il y a M. Alidou qui lève la main. Ah oui, Alidou, vas-y, je t'en prie. Oui, en fait, je disais, moi, si j'ai bien compris dans mon cas, précisément, c'est quand on parle de la modélisation, étant donné que j'aimerais faire de l'importation des engrais, il s'agira en fait de faire la représentation des différents flux matériels et immatériels, oui, en choisissant une bonne méthode qui va me permettre d'optimiser, de réduire mes coûts et d'avoir un rendement. Excellent. Voilà. Réduire le coût et le temps, mais c'est time is money, donc en fait, ça va dans les deux Et sens. ne jamais oublier la satisfaction client, parce qu'on peut réduire le coût et le temps et avoir... Oh bah ça dépend. Regarde, ça dépend. Regarde. Non, Alors mais là, je vais te donner... tout dépend le niveau d'exigence, mais la Oui, ben, satisfaction client, c'est la force des Chinois. C'est comme ça que les Chinois sont devenus impressionnants dans le monde. Les Chinois sont capables de faire... nous, on disait dans le temps, ah ouais, mais c'est du travail de Chinois. En fait, on disait que... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Donc, on dit, oui, ouais, bah, c'est chinois, c'est de mauvaise qualité. Non, les Chinois ont tout compris. Ils donnent la qualité de 1 dirham ou bien un franc ou bien 1 euro et ils donnent aussi la qualité quand ils font de 10 millions, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, vous voyez la satisfaction du client. Celui qui va acheter un truc à 1 euro, bah, il va être satisfait s'il trouve exactement ce qu'il a pour 1 euro. Vous voyez la notion, je voudrais dire, c'est il n'y a pas, c'est tout est relatif. C'est un peu la complexité, si vous voulez, mais c'est lié, à chaque fois, c'est lié à un contexte. Donc, c'est surtout ça. Hein. Donc, vous, juste, c'est pour ça que j'ai insisté sur le cas de l'enfant ou bien de Newton, c'est-à-dire juste vous dire quelle part de la réalité m'intéresse. Quel produit je veux faire, pour quel client je voudrais, et puis pour quel. Et ça, c'est ça. Et l'essentiel, c'est qu'une fois que j'ai utilisé, j'ai bien ciblé, j'ai bien modélisé qui c'est qui va, etc., et ben là, je vais en travaillant en fonction. Alors forcément, si moi, par exemple, je fais mon produit qui est fait pour les gens qui ont que 1 euro, pour acheter 1 euro, c'est sûr que ce produit-là, pour les gens qui ont l'habitude d'acheter 10 000 euros, ils disent ben non, c'est de la mauvaise qualité, c'est n'importe quoi. Ah oui, mais pour moi, je peux faire du business avec un euro. Ça, c'est la force de la Chine par rapport. Là, maintenant, et ça commence, hein, vous allez trouver des produits français de très bas, où ils ont compris. Alors qu'avant, ah oui, French style, French machin, French. Donc, en fait, voilà. Et puis, on nous a eu pendant très longtemps. Si se trouve, parfois, on nous vend des trucs complètement faits en Chine et puis en nous faisant croire que c'est des trucs français. Et nous, c'est... Voilà. Donc, la satisfaction client, faut vraiment, c'est un peu plus complexe, mais je pense que le niveau 0 de la modélisation, c'est ce qu'a proposé, en fait, c'est ce que l'édition avec Badr et Gina, c'est exactement ça. Commencer simple. C'est pour ça que j'ai commencé avec le dessin de l'enfant. Ne sous-estimez pas ça. Représentez cette réalité. Après, selon votre background, selon votre temps, selon ça, et pourquoi pas, quand ça devient compliqué, comme le cas par exemple de Badr, Gina, il faudrait qu'on en voit. Mais par exemple, quand ça devient, eh bien, comme partout, on peut aller chez un spécialiste. On peut aller effectivement se retourner vers quelqu'un qui connaît effectivement, qui travaille effectivement dans le domaine et sous-traiter cette affaire-là. Vous prenez toutes les entreprises, que ce soit des startups. Celui, par exemple, l'idée pour vous, par exemple, c'est votre cœur de métier. Je vends de l'argan. Par exemple, mon problème, ce n'est pas de la modélisation mathématique ou bien de l'optimisation. Moi, je vends de l'argan. Je me concentre sur l'argan, etc. Et j'ai un cahier de charge de mon client qui me dit, voilà, l'argan, il faut qu'il y ait telle acidité, telle, etc. etc. Et moi, c'est ça. Le reste, je ne suis pas spécialiste. Mais alors, je vais sous-traiter. Et c'est peut-être là, nous sommes là tous ensemble. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas le même background, mais on sent bien qu'on est complémentaires.
Moi, si demain, je veux faire, par exemple, de l'argan bien, ben, je vais m'adresser chez Badr. Je dis, bon, Badr, vraiment, pour le safran, etc., comment ça, il a certainement infiniment plus de connaissances, etc., etc. Et j'ai dit, ben, moi, je vais peut-être l'utiliser. Aujourd'hui, juste là pour l'anecdote, puisque c'est aujourd'hui. À Tanger, il y a le premier congrès mondial sur l'utilisation du cannabis. du site, donc à Tanger là. Et ça, c'est, vous voyez, on croit rêver, c'est inimaginable. Et là, c'est un grand congrès où pratiquement les représentants de tous les labos de médicaments sont là, pharmaceutiques, etc., pour voir, etc. Alors, l'idée, c'était clair, c'est que vous voyez bien, qu'est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis voir les gens qui faisaient vous voyez ce qu'on appelle le cannabis là, et qui coupaient, qui fabriquaient, etc. Les grands professeurs, hein, pour voir la réalité, parce que pour eux, demain, on va exploiter cette matière, etc., etc. La même chose pour le safran ou bien l'argan, c'est typiquement la même chose. Si tu ne vois pas, hein, tu es d'accord avec moi, Badr, si tu ne vois pas comment cette femme-là, vous vous rendez compte comment c'est très difficile pour ces femmes-là de prendre le safran. Je ne sais pas, Badr pourrait mieux parler que moi. C'est un travail fatigué, etc. Je ne sais pas moi, on peut payer n'importe quoi à cette femme-là, on n'aura jamais effectivement donné ce qu'elle mérite. Le travail d'Argan, c'est exactement la même chose avant que ça soit en coopérative, etc. Donc une organisation. Donc finalement, ce produit, il faudrait, quand on dit modéliser, c'est-à-dire bien cerner, bien le représenter à la réalité pour savoir ce qu'on veut faire. C'est très, très, très important, ça. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que donc, vous êtes des chefs d'entreprise et vous êtes amenés à, j'espère pour vous, grandir et croître et devenir une entreprise, voilà, d'une taille plus importante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on a tendance à se laisser aller au niveau justement de cette modélisation des processus. Et les problèmes viennent après. Viennent par exemple quand les personnes qui détiennent le savoir, qui détiennent la responsabilité d'un processus, partent pour une raison ou pour une autre. Le savoir part et l'avantage de formaliser, de formaliser les processus, alors bon, on va dire c'est une toute petite partie de la modélisation peut-être, mais il faut garder ça à l'esprit. Et moi, je vous conseillerais, là, au moment où vous êtes, d'y penser dès maintenant, parce que dans 10 ans, ça va être un vrai casse-tête. Récemment, j'ai aidé une petite entreprise, donc c'est une entreprise on va dire, bon, une centaine de personnes. C'est une PME marocaine. Elle a 10 ans d'expérience, un produit excellent, des services vraiment de très haute qualité, mais par contre, pas du tout structuré. Et quand on veut s'adresser justement à des grands acteurs, on veut passer l'étape d'aller voir des grands clients, et ils nous demandent une certaine structure. Ils vont nous demander quels sont vos processus. Si un jour vous voulez vous faire certifier ISO ou quoi, vous allez devoir avoir cette visibilité, cette formalisation. Donc, gardez ça à l'esprit. Et aujourd'hui, il n'est pas trop tôt pour commencer à formaliser et à modéliser. C'était ce qu'on voulait vous dire aussi aujourd'hui. Alors, on a une question de Hans. Hans, si tu veux la poser. Elle est partie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, alors, c'était à propos des outils de la préparation de le supply chain. En fait, je voulais savoir pour les outils de comment est-ce qu'on doit se préparer pour la concurrence, les outils nécessaires pour s'identifier, pour les identifier. Oui, mais on revient. Moi, je pense qu'on revient. Vous avez un processus, vous avez un produit, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, ce produit, il va évoluer selon ce processus. Et la première des choses, avant de voir la concurrence, essayez de voir ce que vous voulez faire. Alors, après
dans un outil comme celui de Score, lui, il prévoit de faire ce qu'on appelle du benchmarking. C'est-à-dire, oui, la veille concurrentielle. Voilà, vous comparez par rapport à la concurrence et pour essayer de se rapprocher de best class, c'est-à-dire donc le meilleur donc de la classe. Ça, c'est après, c'est des outils. Mais déjà, faites vous-même, même à la rigueur, moi je vais même plus loin, essayez d'imaginer vos propres indicateurs de performance. Essayez de, c'est ce qu'on fait. Et puis après, viendra le temps effectivement pour dire, bon, là maintenant, voilà, si je vends mon produit à, je ne sais pas moi, à 10 euros, alors que je sais qu'il y a un produit qui est équivalent, qui lui se vend à 5 euros, ben, il faudrait peut-être que je me compare par rapport à la concurrence. Ça, c'est le benchmarking. Et le benchmarking, c'est une méthode aussi qui va rentrer pour améliorer notre modèle, ou c'est toujours dans le sens de la modélisation. Oui, En fait, oui, Hans. effectivement, je pensais qu'il y avait d'autres outils pour faire le benchmarking, pour faciliter les tâches, tu vois. Donc, Bah, il y a beaucoup d'outils de benchmarking, c'est pas. ouais. Mais en fait, mais c'est pas. Alors, vous voyez, lorsqu'on parle de benchmarking en termes de marketing, ce n'est pas exactement le benchmarking. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faudrait bien comprendre. En tout cas, ce mot benchmarking, ça nous facilite un peu la vie. En fait, c'est tout simplement essayer de se comparer par rapport aux concurrents. C'est exactement ce que tu as dit. Quand tu as dit, donc, comment. Voilà, c'est ça. Il faut bien connaître la concurrence. De toute façon, ça, c'est avant de se lancer dans un marché. Ça serait bien quand même de voir qu'est-ce que je vais faire de plus. Et là, ça doit être en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je pense, c'est pas pour jeter des fleurs à ma fille, hein, Nassiba. Moi, je pense que ce qui me fait dire qu'elle réussira, c'est qu'à chaque fois, elle se remet en question par rapport à ça. À chaque fois, de dire oui, mais qu'est-ce que je vais ajouter moi si je fais pas ça? Et c'est ça qui fait que effectivement, elle est un peu aware, comme dit, donc elle est un tout petit peu à l'écoute de ce qui se passe ailleurs et de se comparer par rapport. Et puis essayer toujours de voir le best class, le meilleur, essayer de s'approcher. Alors à chaque fois, vous allez me dire oui, mais j'ai pas les moyens, etc. Mais ça, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Dit, je fais mon truc, je vais essayer. Alors, mais pour se comparer, faut pas faire n'importe quoi. Par exemple, là, Ons, elle a un produit, etc. Elle va tout de suite dire, ah ben non, moi je vais me comparer à Louis Vuitton. Ah ben, bah, là, ça va pas. عاش من عرف قدره. Ok, ben c'est bien, pourquoi pas. Ben nous aussi, chez EMS, nous, effectivement, notre rêve, c'est de devenir, effectivement, de dépasser Google, de dépasser, je sais pas moi, Amazon. Pas. Ouais, mais c'est pas grave. Comme vous venez de le dire. Regardez en Tunisie ce qui se passe actuellement. Non, très intéressant ce qui se passe actuellement. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose. Je sais pas, je fais pas de la politique. Hein, je vois. Ça, c'est les derniers mots parce qu'on a vraiment dépassé l'heure. Donc là, il faut vraiment conclure. Merci beaucoup, en tout cas. Juste pour jeter pas parce qu'il dire une réalité. Actuellement, par exemple, sur le problème des Palestiniens, on avait vu que, par exemple, donc les Arabes, etc., dans le conflit, ne savent pas du tout faire leur communication, etc. Eh bien, des Tunisiens, des jeunes Tunisiens, voyez là, avec des petits trucs, ils ont trouvé des petites choses. Suivez ça, c'est très important au niveau de la communication. Ils ont mis des trucs là pour Facebook, etc., pour pouvoir effectivement faire la promotion donc de la cause palestinienne en détournant la censure qui vient de Google, etc., qui les empêche de dire des choses et qui laisse, par exemple, Israël faire sa propagande, etc. C'est juste un exemple qui est d'actualité et qui fait d'ailleurs preuve, c'est carrément par des sociétés d'informatique, etc., qui parlent de ça. Et là, tout simplement, en donnant. Et ça, c'est un groupe de jeunes Tunisiens ça veut dire quoi? Ces jeunes Tunisiens se placent aujourd'hui pratiquement pas en concurrence, mais voilà, en détournant des outils comme Google, comme effectivement donc Twitter, etc., etc. Voilà, moi j'ai. Très bien. Écoute,